Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nicolas Ponce, vous êtes adjoint à la culture à la mairie de Villars-Saint-Pancrace. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des mines. Donc des mines de Villars-Saint-Pancrace qui avaient une place importante à l'époque. Oui. Donc aujourd'hui, quand on vient en vacances dans la région, qu'on y habite, on ne sait pas et on ne voit pas forcément que le Briançonnais était une région minière au moment notamment au 19e, 20e siècle. Il y a plusieurs types de mines. Il y avait des mines métalliques, il y avait du cuivre à Saint-Véran, il y avait de l'argent à l'Argentière. On va trouver aussi des mines de graphite dans la vallée de Sercheux, des mines d'amiante dans le Queyras, je crois, des mines d'or aussi du côté de Bourdoisan. Donc voilà, il y avait toute une vie minière qui existe dans le Briançonnais, et notamment les mines de charbon, puisque si on part quasiment de Guillestre jusqu'au col du Galibier, il y a toute une partie de la montagne qui est concernée par la présence de charbon en sous-sol. Et du coup, à Villars, il y a eu deux types d'exploitation. Le premier, c'est ce qu'on appelle les mines paysannes, et le deuxième, c'est aussi des mines industrielles. Donc, en ce qui concerne les mines paysannes, en fait, c'était des mines qui étaient exploitées par des habitants du village. Donc, sur une mine, il y avait peut-être 2-3 personnes. Et ces 2-3 personnes exploitaient cette mine-là durant l'hiver, au moment où elles n'avaient rien d'autre à faire. Et l'été, elles s'occupaient des champs. C'est pour ça qu'on les appelle des mines paysannes. Ils ont ces deux versants-là. Donc à Villars, sur la commune, on compte à peu près 200 mines. On a recensé à peu près 200 mines, 200 galeries qui ont été creusées. C'est important. Oui. Donc ici, ça s'étage de Villars jusque quasiment au-dessus des Ailles, puisque ce charbon, il servait d'une part au chauffage. Alors le chauffage pour les particuliers dans leur propre maison, mais il y avait aussi la notion de solidarité. Ils devaient en donner une partie à l'école pour chauffer la classe. Ils devaient en donner aussi aux veuves ou aux personnes seules ou handicapées. Donc il y avait aussi une notion de solidarité autour de ça. Mais le charbon, il servait aussi à la construction, puisqu'avec le charbon, il faisait de la chaux, puisqu'il faisait brûler les pierres pour récolter de la chaux. Donc c'est pour ça qu'il y a des mines de charbon qui sont au-dessus des Ailles et qui ont permis en fait la construction du hameau des Ailles pour fabriquer la chaux sur place. Et ces mines, donc elles ont essentiellement fonctionné au 19e, 20e siècle. La dernière qui a fermé, elle était exploitée par un habitant du village. Elle a fermé en 1986 ou 1987. Et là, il l'exploitait vraiment pour sa passion et son envie. Et il y a également donc des mines industrielles. On en voit en face sur la commune de Puy-Saint-Pierre, mais il y en a aussi également à Villars, au niveau de la zone de la Tour. Donc là, on voit encore des traces de charbon, de terril. Et donc il y avait une mine industrielle qui exploitait le charbon sous le village. Et il y avait aussi à côté de cette mine-là, il y avait une usine de boulets. Donc les boulets, c'était ce qui ressemblait, ils pressaient le charbon pour en faire des sortes de madeleines qui ensuite étaient plus facilement utilisables dans les fours. Et donc il y avait une usine de boulets. Donc Villars, il y avait une vraie communauté minière avec des bars, avec où les mineurs s'arrêtaient le soir en rentrant. Donc tous les gens du village ont dans leur famille une mine en fait. Et ces mines, justement, elles ont été restaurées grâce à la mairie. Et on peut les visiter. Oui, donc la commune, elle a restauré une mine qu'on appelle la mine de la Cabane. Donc c'est la seule galerie qui a été restaurée et qui est visitable. Alors la restauration, c'est pas de la restauration, on va dire, de patrimoine, mais c'était plutôt de la mise en sécurité pour faire en sorte que vraiment il y ait pas d'accident à l'intérieur, d'effondrement ou de présence de gaz. Donc voilà, ces travaux ont été faits et chaque été, il y a des visites qui sont organisées 2 fois par semaine. Et l'itinéraire, il est sympa et c'est aussi l'idée de se rendre compte de ce que les mineurs vivaient
puisque là, quand on fait des visites, elles se passent l'été, donc c'est plutôt sympa, agréable. Mais quand on prend le sentier, il faut s'imaginer qu'il pouvait y avoir des fois 1,50 m, 2 mètres de neige, et que les mineurs partaient tous les matins à 6 heures du matin pour aller dans leur galerie. Donc il y a tout ce... Dans le froid. Dans le froid, dans la neige, sans les équipements qu'on a aujourd'hui, parce qu'avec des raquettes en plastique, c'est plus facile, mais ils avaient pas ça. Donc voilà, c'est assez intéressant de découvrir, et aussi à l'intérieur de voir l'ambiance, la vraie ambiance qu'il y a, l'ambiance du noir, les bruits, l'inconfort qu'il peut y avoir aussi, parce que parfois c'est très bas, et celui qui vient, celui qui se cogne pas la tête une seule fois, et il est champion. Et également, vous avez un musée pas très loin quand on repart de cette visite, ou même qu'on peut voir à l'année au Centre Montagne. Oui, donc il y a une exposition qui a été mise en place au Centre Montagne. Elle vient compléter la visite de la mine qui est faite, mais aussi elle permet à des personnes qui sont dans l'incapacité physique de se rendre dans la galerie, puisque c'est une galerie il y a une marge d'approche, voilà, et pas tout le monde peut le faire. Du coup, ça permet aux personnes qui n'ont pas ces possibilités-là de pouvoir avoir les informations sur place au Centre Montagne. On retrouve en plus le wagon des mineurs, on retrouve les pioches, on retrouve les lampes, on retrouve les habits, les vêtements, et aussi tout ce qui touchait au charbon, le four à chaud, des choses comme ça. Donc ces mines, elles ont connu un apogée, on va dire, au niveau de l'exploitation, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, puisque une partie du charbon qui était extrait partait directement par train et partait en Allemagne, même si les mineurs pouvaient en garder une partie. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de mineurs qui ont été embauchés cette fois-ci dans les mines par les propriétaires de galeries, pour éviter que les jeunes partent faire le service du travail obligatoire en Allemagne. En fait, ils étaient embauchés par les mineurs, et puisque comme le charbon partait en Allemagne, c'était un effort de guerre qui était fourni, donc ils pouvaient rester sur place. Donc mon grand-père me disait qu'il y avait beaucoup plus de jeunes embauchés il y avait beaucoup plus de jeunes embauchés que de réels besoins, en fait. Ils faisaient des contrats complaisants pour que les jeunes restent au pays, et qu'ils partent pas vivre en Allemagne, travailler en Allemagne. Et puis les secteurs des mines, qu'ils soient sur Villars ou sur Saint-Martin-de-Carrière, ont abrité une grosse résistance durant la Seconde Guerre mondiale, puisque c'était des secteurs où ils pouvaient se cacher. Et les mines étaient un endroit où les habitants de Villars pouvaient aller se réfugier en cas de menaces, de bombardement, etc. Donc les mines, pour les habitants de Villars, c'était vraiment un lieu important, et même si c'était un lieu très difficile, puisque la plupart sont morts très jeunes, ils sont morts soit de coups de grisou, soit puisqu'il y avait du gaz de grisou à l'intérieur, comme dans les mines du Nord, soit de silicose, puisque la silicose, c'est de la poussière de pierre quand elle est creusée qui vient encrasser les poumons, et ça bétonise en fait les poumons, et donc tous les mineurs sont morts assez jeunes et de maladies essentiellement respiratoires. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Nicolas Ponce, vous êtes adjoint à la culture à la mairie de Villars-Saint-Pancrace, et vous êtes également président de l'association Le Moulin de Sacha. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, on va parler de ce moulin de Sacha, son histoire. En fait, c'est un moulin qui date du XVIIIe siècle, il date de 1732. On le retrouve dans les archives en tant que pressoir et que moulin à farine, puisqu'en fait le premier moulin qui est rentré dans ce bâtiment-là, il était relié par une courroie à un pressoir. Donc une pressoir, c'est une pierre lourde en fait qui vient écraser des fruits ou autre matière pour en faire de l'huile. Et dans ce moulin-là, il faisait de l'huile de noix, puisque dans la région il y avait beaucoup de noyers, mais aussi il faisait de l'huile de marmotte. Alors l'huile de marmotte, c'est pas les animaux. L'huile de marmotte, c'est une prune. Le marmotier, c'est une prune jaune qu'on trouve uniquement dans le Briançonnais. Et en fait, il faisait cette huile-là qui n'était pas comestible, mais elle servait à imperméabiliser les chaussures. Voilà, c'était plutôt une huile utilitaire. Ce moulin, donc, il fonctionnait à l'eau. Et l'intervention de l'homme, elle était obligatoire du début jusqu'à la fin pour verser le grain, jusqu'à récolter la mouture
qui devait ensuite tamiser à la main pour séparer la farine et le son. Et au début du XXe siècle, il y a eu un accident. Alors au début, on croyait que c'était une légende, mais en fait, ce n'était pas une légende, puisqu'on a trouvé un article dans un journal qui s'appelle La Durance, qui date de novembre 1900, qui relate les faits qu'on nous avait racontés. Et il y a une femme, en fait, qui est venue aider son mari à moudre du grain au moulin. Et elle s'est fait prendre son foulard dans la pierre. Et en fait, elle est morte étranglée. Et à ce moment-là, les propriétaires, ils ont décidé d'abandonner ce vieux moulin où l'intervention de l'homme est obligatoire du début jusqu'à la fin. Et ils ont construit un deuxième moulin, donc une deuxième machine, où l'intervention de l'homme, elle est quasiment nulle part, puisqu'en fait, tout était automatisé. L'homme, il avait juste à mettre le grain dans la trémie du dessus, et ensuite à la fin récupérer sa farine et son son, puisque toutes les machines étaient reliées à la force hydraulique, et donc le tamisage se faisait à l'aide d'un blutoir. Il y a même une sorte de, on va dire, un petit tapis roulant qu'on appelle une noria, qui montait aussi automatiquement, qui montait la farine dans ce tamis. Et en fait, l'intervention de l'homme, elle était nulle part. Ce moulin, il servait à une douzaine de familles de Villars. En fait, ça ressemblait un peu à une sorte de copropriété, une sorte de coopérative. Chacun avait 5 mètres carrés, 6 mètres carrés. Ensuite, ils participaient chacun au prorata de la surface dont il était propriétaire pour les restaurations, pour les travaux à faire. Et il a fonctionné jusqu'en 1943. Alors 1943, parce que c'est l'année où les Allemands sont arrivés dans la région, puisqu'avant la région était occupée par les Italiens. Et en 1943, les Allemands sont arrivés, et quand ils sont arrivés, ils ont mis en place le rationnement. Et donc du coup, ils ont décidé de fermer tous les petits moulins de la région, et d'en conserver un seul à Briançon, je crois que c'est celui du Moulin Fort. Et du coup, tout le monde devait aller moudre son grain là-bas, acheter sa farine là-bas, et au passage, les Allemands, ils s'en prenaient une partie pour nourrir leurs troupes qui étaient dans les forts. Et maintenant, ce moulin, donc, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'on peut le décrire? Alors, ce moulin, on a monté une association pour le restaurer. On a monté l'association en 2016. Ce moulin, il était dans un état très dégradé. On s'est même posé la question lors des premières réunions de le détruire, vu que le risque de menace en ruine était important. Mais on a essayé quand même de monter un projet. On a travaillé avec la mairie de Villars, on a travaillé avec la région, le département, la Fondation du patrimoine, les services de l'État aussi. On a réussi à récolter 90% de financement pour restaurer le moulin. Donc il a été restauré on va dire de deux manières. La mairie s'est occupée de restaurer le bâtiment. Donc toute la maçonnerie a été refaite avec les anciennes techniques, les techniques traditionnelles à la chaux, à la pierre. On a essayé de faire quelque chose de très simple, mais qui est représentatif de ce qu'il était. En fait, il n'a pas forcément le projet de restauration n'a pas fait qu'il a vraiment changé. Charpente, on est resté charpente menuiserie sur du mélèze local. Et après, ce qui concerne les machines, c'est l'association qui a apporté la restauration des machines. Et on a choisi de restaurer le deuxième moulin, donc le moulin sécurisé, de le restaurer à l'identique. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, il tourne depuis début octobre. Et depuis, il est même ouvert au public. Oui, on l'a inauguré le 7 octobre dernier. Et du coup, on a déjà fait quelques animations. Là, on est en train de travailler pour voir le printemps prochain et l'été prochain, comment on le mettra en ouverture pour que les gens puissent venir le visiter. Mais des personnes peuvent nous contacter tout simplement aussi pour le visiter de manière... en nous contactant, on peut organiser une visite. Et de futurs projets verront le jour également. Oui, parce qu'en fait, le moulin de Sacha, il est situé... donc c'est un moulin qui fonctionne à l'énergie hydraulique. L'eau, elle vient du canal du Thon, donc c'est un tout petit canal qui prend sa source dans le torrent des Ailles, qui traverse le quartier de Sacha. Et le moulin, en fait, c'est le premier équipement qui se trouve sur le trajet du moulin, du canal, puisque si on descend le long du canal, on va retrouver, il y avait avant aussi un martinet. Donc un martinet, c'était en fait une sorte de forge, et ils utilisaient la force hydraulique aussi pour faire tourner les marteaux. On va retrouver aussi
une tannerie qui utilisait l'eau pour la force, mais aussi pour ses qualités physiques. On va retrouver plusieurs moulins aussi. On va retrouver un chapelier qui utilisait la forme pour humidifier ses feutres, mais aussi la pression de l'eau pour donner la forme à ses chapeaux. Donc voilà, il y avait une histoire dans ce quartier de Sacha au cours du 19e siècle qui était importante, et aujourd'hui tout le monde l'a oublié, et on souhaiterait travailler sur un chemin le long de ce canal. Et on va parler aussi de la fondation du patrimoine. On peut faire des dons pour aider à la restauration de ce moulin, mais pas que, de tout ce qu'il y a autour. Oui. Donc on a conventionné avec la Fondation du patrimoine qui a lancé pour nous une souscription. Donc toutes les personnes qui donnent par le biais de la Fondation du patrimoine, elles peuvent défiscaliser les dons qu'elles ont effectués, puisque c'est une association d'intérêt public. Et aujourd'hui, on arrive à une donation qui est de plus de 10 000 euros. Alors pour nous, c'est assez surprenant parce qu'on ne s'attendait pas à un montant aussi important, et c'est la première fois à Villars qu'il y a un montant tel quel pour une souscription qui arrive. Après, il faut dire qu'on a eu des dons de personnes qui viennent de partout, même de l'étranger, qui n'ont pas forcément d'appui ou d'accroche à Villars, qui connaissent même pas. Il y a certaines personnes qui sont jamais venues ici, mais le projet qu'on a monté leur a plu, et donc ils ont décidé de nous soutenir par ce biais-là. Et si on veut justement vous soutenir, ou si on veut venir visiter, comment on fait ? Alors pour l'instant, on va dire que c'est la mairie de Villars pour les visites. Il faut contacter la mairie de Villars, le secrétariat, et ensuite elle me passera vos coordonnées et on pourra organiser une visite. Et après, pour les dons, il suffit d'aller sur le site de la Fondation du patrimoine en tapant Moulin de Sacha, et vous pourrez le trouver à ce moment-là. Merci beaucoup, Nicolas. Merci.